Bonjour à tous. À la une de Smart Tech, on va parler des hypertrucages, ces deepfakes. Est-ce qu'on a les moyens d'agir? Quels sont nos moyens d'action? On verra ça avec deux experts aujourd'hui dans Smart Tech. On aura aussi un rendez-vous sur la protection des données personnelles. Mais d'abord, je propose qu'on revienne sur un exosquelette qui a fait beaucoup parler de lui. On va essayer d'en savoir un petit peu plus tout de suite dans Smart Tech. C'est 3 questions. Alors, vous l'avez sans doute vu, aperçu au moment du sommet sur l'IA qui s'est tenu à Paris. L'exosquelette Atalante X a été présenté au président Emmanuel Macron. Bonjour Jean-Luc Constanza. Bonjour. Félicitations. Merci. Pour cette belle mise en lumière. Vous êtes le cofondateur de Wondercraft, donc une entreprise française qui est pionnière dans le domaine de la robotique médicale, fondée en 2012 par un groupe d'ingénieurs qui refusait en fait d'accepter que ce fauteuil roulant reste le seul moyen finalement de mobilité pour les personnes privées de la marche. Vous êtes donc donné comme mission de développer un exosquelette qui va être capable de redonner cette mobilité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, j'ai envie de dire, de l'état de l'art dans ce domaine? Alors oui, on a voulu développer chez Wondercraft un exosquelette qui soit un vrai robot humanoïde, c'est-à-dire qui reproduise la marche humaine, ce qui est en robotique le Graal, enfin en tout cas il y a 10 ans c'était vraiment le Graal absolu, comment on peut faire marcher un robot. Maintenant les robots humanoïdes commencent à marcher correctement. Chez Wondercraft on avait un peu d'avance parce qu'on est parti il y a longtemps et l'état de l'art c'est une première version on est les seuls au monde à faire ça. Qui va sortir dans à peu près un an aux États-Unis puis en Europe pour permettre à des gens qui sont en fauteuil roulant, qui ont perdu la marche, de retrouver une marche verticale, de pouvoir aller chez leurs amis et boire un verre debout en regardant les gens, d'aller faire leurs courses, de faire la cuisine chez eux. L'avantage... Quel est juste pour qu'on comprenne bien, il y a un degré d'autonomie donc de cet exosquelette. En fait, oui, le robot est capable, c'est un robot qui est capable de marcher et le porteur va lui donner des commandes très simples. Lève-toi, assieds-toi, on marche, on tourne à droite un petit peu, beaucoup, etc. Ces commandes sont données par toutes les interfaces qu'on veut. Nos premiers utilisateurs vont être beaucoup des gens tétraparétiques, c'est-à-dire qui ont les bras faibles. Donc il faut une commande qui soit adaptée à ce qu'ils connaissent déjà. Et sur leur fauteuil roulant, ils ou elles ont un petit joystick et on a pris le petit joystick pour commander la première version de l'Exo. On peut tout prendre, la commande vocale, on a fait des essais avec à peu près toutes les interfaces. Le joystick, c'est très simple, c'est très bien. Et donc ça veut dire que ce n'est pas juste un exosquelette mécanique, il faut qu'il ait ce niveau d'autonomie. J'essayais de voir avec vous. Ouais. Parce qu'il faut qu'il soit capable d'interpréter les signaux et ensuite d'exécuter finalement tout seul le mouvement. Le plus difficile, c'est vraiment de comprendre ce que veut l'utilisateur et puis de réaliser une marche équilibrée. Le principe de la marche, c'est qu'on avance et qu'on ne tombe pas. Et c'est vraiment très compliqué. Donc le niveau algorithmique qu'on est obligé de mettre en œuvre est très complexe, ouais. Et donc avec de plus en plus d'ailleurs de machine learning, d'intelligence artificielle pour produire une marche qui soit le plus réaliste, le plus rapide, le plus efficace possible. Combien de personnes ont testé aujourd'hui cette marche réaliste? Oh là là, on a eu plusieurs versions de l'exosquelette. Notre version qui est à l'hôpital, qui s'appelle, comme vous l'avez dit, Atalante, on doit arriver à 5000 personnes qui ont marché avec. Donc beaucoup d'hôpitaux en France sont équipés, pas mal aux États-Unis, en Italie, etc. La nouvelle version, elle est utilisable que dans le cadre d'essais cliniques ou par des pilotes d'essais particuliers. Pourquoi? Parce que c'est un dispositif médical et qu'on n'a pas le droit de le faire essayer à n'importe qui, n'importe quand. Il faut attendre. Y compris dans d'autres pays, en dehors de l'Union européenne? On préfère jouer avec les règles contre elles. Donc, on est en train de le faire approuver par la FDA aux États-Unis. Et on commencera les démarches pour le marquage CE en Europe. Et une fois que vous êtes approuvé par la FDA et le marquage CE, vous avez à peu près tous les pays assez facilement. Et les personnes n'ont besoin d'aucune assistance pour... non, le principe, c'est qu'effectivement, les personnes soient autonomes. Alors, au début, on demandera à ce qu'un compagnon suive la personne. D'accord. Simplement parce que pour des raisons réglementaires, c'est beaucoup plus facile à faire admettre dans un premier temps. Et puis après, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura un niveau d'autonomie complet. Et il faut quelqu'un qui nous équipe de l'exosquelette. Pas forcément, ça dépend de la force que vous avez dans les doigts, en fait. Une personne qui a les doigts forts peut s'équiper toute seule dans l'exo. Elle peut se transférer, s'équiper et partir. Quand vous avez les doigts faibles, il faut fermer des attaches. Donc, pour l'instant, il faut encore quelqu'un qui vous aide. Mais il faut vraiment voir qu'il y a un aspect mobilité, mais que aussi on va aider les gens qui sont en fauteuil à rétablir un niveau de santé
on perd énormément en cardiovasculaire, on a des douleurs neurologiques, on a en fait 8 ou 9 pathologies assez graves qui surviennent quand on est assis tout le temps. Et l'exosquelette, les gens le savent très bien, va donner aussi la capacité à récupérer sur ces pathologies. Après, il reste la question économique. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit accessible ? Alors, aux États-Unis, l'exosquelette est remboursé depuis cette année. Et c'est une nouvelle fantastique et pour les utilisateurs et pour Wondercraft. Medicare, donc la sécurité sociale de base américaine, rembourse l'exosquelette. On pense qu'en Europe, les systèmes de santé vont aussi rembourser l'exosquelette, justement parce qu'il apporte cet avantage en termes de santé et pas qu'en mobilité. Il faut qu'il soit quand même un minimum aussi accessible pour ces systèmes de santé. On en est où aujourd'hui du coût d'un exosquelette de ce niveau-là On a toujours dit qu'il coûterait le prix d'une voiture. Alors, ça fait un échantillon assez large. Des petites voitures, des grosses voitures. Notre travail, c'est de le faire descendre au prix d'une petite voiture, de façon à ce qu'il soit aussi cher ou aussi peu cher qu'un fauteuil roulant électrique un peu haut de gamme. D'accord. C'est notre objectif et on l'obtiendra rapidement parce qu'avec l'augmentation des volumes, on va baisser les coûts et donc les prix et donc les systèmes de santé pourront le diffuser largement. Rapidement, ça veut dire quoi ? Dans les années qui viennent, c'est pas dans 10 ans. Merci beaucoup Jean-Luc Constanza d'avoir été avec nous et de nous éclairer sur tous ces progrès réalisés par Wondercraft et votre exosquelette Atalante. Merci encore. Merci beaucoup. On enchaîne avec notre débat sur les deepfakes. Que peut-on faire contre les hypertrucages ? C'est ce qu'on va voir, en tout cas essayer. On va essayer de trouver les bonnes pistes avec Félicien Vallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service IA, intelligence artificielle, à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et à côté de vous, un avocat. Bonjour Gaël Mahé. Vous êtes avocat spécialisé en droit du numérique, droit de l'IA, data protection chez As Avocat. Alors, déjà, puisque voilà, vous avez des compétences juridiques fortes, tous les deux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut quand même signaler que le deepfake, que tout le monde redoute, n'est pas quelque chose d'interdit aujourd'hui. Légalement, on a le droit de s'amuser à faire des deepfakes, des hypertrucages. Ne serait-ce que pour des loisirs. En soi, vous pouvez faire ce que vous voulez. En réalité, après, ce qui va poser problème, c'est la diffusion. C'est vraiment la diffusion de ce deepfake. Et d'abord, avant de parler de diffusion, on va parler de ce qu'est un deepfake. Un deepfake, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs notions, il y a plusieurs définitions. On peut parler de montage, montage comme par exemple ce qu'a présenté le président Macron lors du sommet sur l'IA. Voilà, donc là c'est de l'autodérision. Par exemple, ce qu'a présenté le président Macron lors du sommet sur l'IA, si honnêtement, il y avait ce qu'on pouvait considérer comme des deepfakes et il y avait des montages qu'on ne pouvait pas considérer comme des deepfakes. Par exemple, le photomontage de Macron en MacGyver. On voit à l'évidence que c'est un photomontage, que c'est pas le président Macron qui est dans cette image, et donc certains ne considéraient pas ça comme un deepfake, au sens juridique du terme. De la même manière, quand on voit Macron avec ses petites couettes là, qui refait ses petites couettes, on voit très bien que c'est pas le président Macron, que c'est de la dérision, et donc ce n'est pas un deepfake. Il y en a d'autres où c'est un petit peu plus tendu avec la capuche, etc. Mais dans la notion de deepfake, qui est l'anglicisme pour hypertrucage, on a vraiment cette notion d'évidence, on peut induire en erreur des personnes. Et c'est là où c'est un petit peu flou, et comme dirait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est vraiment se dire qu'est-ce qui est évident et qu'est-ce qui n'est pas évident. Est-ce que, par exemple... Est-ce qu'il y a une volonté, en fait, de tromper ? Est-ce qu'il y a une volonté de tromper ? Est-ce que c'est évident ? Est-ce que tout le monde pourrait se faire tromper ? C'est ça, en fait, en réalité. Par exemple, la dame qui s'est fait avoir avec les deepfakes, entre guillemets, de Brad Pitt. Est-ce que, quand on regarde les photomontages, ça pouvait laisser à rire, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient fait avoir ? Est-ce que la personne normale, entre guillemets, pourrait se faire avoir par ce type de montage ? Donc, est-ce que c'est vraiment évident que c'est un deepfake ? Est-ce que ça peut induire en erreur des personnes ? On rentre dans une première complexité, donc c'est la définition du deepfake. Ouais. Parce qu'effectivement, deepfake, c'est, comme le disait Gaël, c'est finalement la contraction de deep pour deep learning et fake pour fake news. Donc c'est cette idée, moi, qui me semble assez essentielle, d'intentionnalité, finalement, de à quoi ça va servir. Et donc ça sert à des usages qui ne sont pas licites, ou en tout cas qui sont vraiment très, très questionnables à minima, alors que, bien évidemment, tous les éléments de synthèse multimédia, ça, on connaît ça depuis des années dans l'IA. Alors ça, voilà, il y a eu des progrès massifs ces dernières années, mais ça ne sert pas nécessairement des usages malveillants. Donc voilà, cette dichotomie, elle est importante à faire. Est-ce que ça y est, on commence à être confronté à des usages qui vous semblent malveillants ? Ou est-ce qu'on n'en est pas encore là ? Plus que malveillants. Plus que malveillants. Des usages même très, très, très malveillants. Et là, on va sortir de l'évidence. C'est-à-dire que dans les deepfakes de manière générale, on a ce qu'on appelle des deep nudes. Est-ce que vous savez ce que c'est des deep nudes ? Oui, avec la traduction, je vois bien. Oui, malheureusement, il y a eu des créatrices de contenu
des créatrices, des youtubeuses, des streameuses, etc., qui ont été exposées à cette problématique. Comment ? C'est-à-dire que les créatrices de contenu ont en ligne énormément de leurs données. Vraiment beaucoup de leurs données, des vidéos d'elles qui peuvent être en maillot de bain, en crop top, peu importe, etc., habillées ou pas, mais énormément de données sur elles, que ce soit au niveau du visage ou au niveau de leur corps. Qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre toutes ces données dans une IA, on va dire, spécule sur le corps nu de cette créatrice de contenu. Et au final, on se retrouve avec des créatrices. Ça peut aussi toucher les créateurs, mais malheureusement, force est de constater que ça touche beaucoup plus. Et il y a des jeunes garçons qui sont victimes de chantage aussi. Bien sûr, Ouais. mais ça touche de plus en plus les créatrices de contenu parce que, au final, il y a énormément de données qui sont exposées. Et on se retrouve avec des femmes qui sont en larmes parce qu'elles voient leur corps nu alors qu'elles n'ont jamais montré leur corps nu. Et on a eu des vidéos dramatiques de créatrices de contenu qui sont en larmes devant la découverte de ces photomontages très bien faits. Vraiment très bien fait. On a l'impression que c'est elle, en réalité. On a vraiment l'impression que c'est elle. Il y a eu aussi Taylor Swift qui a été victime de ça. On a une créatrice de contenu aussi française de fitness, Juice Fit Cats, qui avait fait une vidéo et qui a beaucoup témoigné aussi là-dessus. Et là, on n'est même pas dans l'évidence. Il n'y a même pas de notion d'évidence qui est dans le code pénal. Il y a vraiment cette notion de diffusion de malveillance sexuelle, de malveillance sexuelle et de diffusion sexuelle de l'image. Et ça, c'est dramatique. Qui revêt un caractère, a priori, illicite, de toute façon. Et je pense que ça, c'est un des exemples. Mais il y a plein d'autres exemples d'utilisation de deepfake, de risques, parce qu'on parle les deep nudes, mais aussi l'usurpation d'identité, les enjeux d'arnaque au président. Donc voilà, des fausses propositions d'investissement, par exemple, sur les réseaux sociaux. On vous dit, voilà, quelqu'un avec, je sais pas, un investisseur bien connu. Ça se trouve aujourd'hui, qui vous vante les mérites d'investir dans tel ou tel produit, quel qu'il soit. Donc voilà, des arnaques de ce type. Vous en avez plein, et tout ça, ça tombe sous le coup de la loi. Et c'est une amplifié. menace cyber tangible aujourd'hui. Est-ce qu'on a véritablement bien identifié, vous semble-t-il, tous les risques, Félicien ? Alors, ils tendent à être quand même de mieux en mieux cartographiés. Après, c'est effectivement comment les prendre en compte correctement. Et ce qui est intéressant, on en a discuté tout à l'heure, juste avant de présenter l'émission, c'est qu'effectivement, c'est vraiment pluriel. En fait, c'est une cartographie complexe parce qu'il va avoir des ramifications également au niveau des enjeux démocratiques. Par exemple, dans les processus électoraux, vous allez aussi avoir des risques très, très importants de ce point de vue-là. Donc, la menace, elle est quand même assez plurielle et elle va prendre souvent différents angles. Et alors, pour l'avocat, est-ce qu'on est aujourd'hui équipé juridiquement ? Est-ce qu'on a les bons leviers pour intervenir ? Juridiquement, on a les bons leviers. Oui, on a une multitude d'articles du Code pénal, à la fois comme Félicien sur l'usurpation d'identité, on a sur le revenge porn aussi, on a sur le deepfake particulièrement, je vous disais le deepfake de manière générale et le deep nude aussi de manière un peu plus spécifique. Mais la vraie question, ça c'est sur vraiment le plan personnel, on est vraiment sur le plan pénal. Okay. Après on a sur le plan civil la question du droit à l'image, donc qui est le sempiternel droit à l'image, qui est applicable et qui est toujours applicable bien sûr pour les deepfakes, et aussi on a le levier, donc là c'est un peu le levier un peu plus professionnel, sur la réglementation sur la protection des données. Et là, on peut se poser des questions sur comment l'appliquer. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'appliquer auprès de la personne qui diffuse, parce que généralement, ça va être une personne physique qui n'est pas responsable de traitement, qui est juste une personne qui a envie de faire un montage ou qui a envie d'être malveillant ou pas d'ailleurs. Dessus, il va s'orienter plus vers le fournisseur d'IA pour savoir déjà est-ce qu'il dispose de nos données, faire un droit d'accès peut-être, un droit à l'information sur les données dont dispose le fournisseur d'IA. Est-ce qu'il a nos données dans sa base de données, comment il les a eues aussi, est-ce qu'il l'a eu de manière licite via le transfert d'une base de données où nous on aurait mis un opt-in vers un transfert vers un partenaire, est-ce qu'il a eu via un scrapping totalement illicite? Ça c'est une manière de se poser la question. Et aussi la possibilité d'effacer justement ces données du fournisseur d'IA pour éviter qu'il y ait de futurs deepfakes. Bon, ça c'est la théorie. Après, il y a une multitude de possibilités de faire les deepfakes et les leviers, ils existent, mais leur efficacité, force est de constater que si on a envie d'être frauduleux, si on a envie de contourner le système, on pourra en faire de toute manière. Et on parlait d'arnaque au président. Il y a une question de vitesse, oui. Donc, de décalage entre le temps de la procédure, le temps de l'enquête et le temps de la diffusion. Et le volume surtout. Deepfakes. Le volume. C'est-à-dire que là, les deepfakes, on en discutait précédemment, c'est un outil qui s'est démocratisé, mais à une vitesse folle. J'ai lu pas plus tard qu'hier que ces 3 dernières années, il y a eu une augmentation de plus de 2000% des tentatives de fraude via deepfake. 2000%. Et la CNIL, donc, qui est la gardienne vraiment de nos données personnelles, vous travaillez non seulement à la CNIL, mais en plus sur toute cette question d'IA. Comment elle s'occupe de cette question? Elle le prend en charge? Est-ce que vous avez des leviers spécifiques sur lesquels vous travaillez?
Oui, bien sûr. Alors voilà, je rejoins ce que disait Gaël juste avant, qu'effectivement on a quand même un ensemble réglementaire qui est important. Vous savez, là-dessus, je rajouterais le DSA, le Digital Services Act, qui aussi impose on reviendra peut-être là-dessus, mais des obligations aux grandes plateformes notamment, donc par rapport à la diffusion de contenu artificiellement généré. Donc ça, c'est quand même super important. Donc c'est un peu l'autre côté. En termes de signalement, mais c'est important. Vous avez aussi des règlements sur le ciblage, la publicité politique, qui imposent des choses aussi là-dessus. Mais nous, donc, plus spécifiquement en termes de protection des données, alors on a plusieurs grandes missions à la CNIL, mais en particulier, alors il y en a 3 qui me semblent assez importantes à citer, et sur lesquelles on va faire des choses sur les aspects deepfake. C'est le premier, la mission d'information. Donc vraiment, on doit nous informer le grand public des risques, alors de façon générale. Est-ce qu'il ne le sait pas déjà? Est-ce qu'il y a encore besoin de faire de la sensibilisation là-dessus? Il y a toujours besoin, ça paraît à la fois, on a l'impression de répéter toujours la même chose, et en même temps, quelque part, les menaces évoluent, les choses changent, et il y a toujours besoin de le faire véritablement. Et donc, à titre d'exemple, là, on en parlait encore tout à l'heure, on a un peu fait l'émission avant l'émission. Non, c'est pas bien, il faut tout nous dire ici. Mais on vous le dit, justement, on resitue. Mais donc, dans ces missions de sensibilisation, alors à la fois, on a par exemple réalisé un colloque il n'y a pas longtemps sur les enjeux de protection de la voix et de l'image à l'ère de l'IA. Ça, c'est un exemple. Mais également, on va diffuser des contenus vraiment pour le grand public, pour les parents par exemple, sur les enjeux du sharenting. Donc c'est effectivement du partage d'informations de ces enfants en particulier sur les réseaux, parce que toutes ces informations, comme le disait Gaël très justement tout à l'heure, ça peut être récupéré, ça peut nourrir des bases de données collectées illégalement, et donc potentiellement après permettre la création de Parce que les données personnelles des enfants appartiennent aux parents? Alors, elles appartiennent pas aux parents, mais effectivement, alors, quand on est un mineur, on a un statut particulier, en tout cas jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, effectivement, les parents ont en tout cas une certaine responsabilité dans la diffusion des données de leurs enfants. Ouais, tout à fait. Ça, c'est important de le rappeler. Mais c'est très important, et c'est vrai que la sensibilisation de la CNIL est essentielle, parce qu'on se base vraiment sur une autorité. Donc, notre sensibilisation, elle a beaucoup plus de poids. J'ai fait des interventions sur la protection des enfants sur Internet, et le sharenting, c'est pas un fléau, je ne vais pas utiliser ça, c'est plutôt des actions qui sont faites sans connaissance justement de la portée de celle-là. Quand on a un enfant, on est heureux, on est au summum du bonheur, et donc on a envie de le partager, et on a envie de le partager à de plus en plus de monde. Je vais vous dire, les réseaux sociaux incitent à le faire. Oui, mais je vois de plus en plus aussi de personnes, et ça c'est bien de le noter, qui prennent de bonnes habitudes, qui masquent le visage de leur enfant, qui le floutent, etc. Donc c'est une sensibilisation qui commence à faire son effet, et ça prévient aussi. Pour revenir à notre sujet, ça prévient justement la génération de deepfake. Parce qu'on pense très justement souvent au risque pro, c'est-à-dire les arnaques au président. Il a eu la première arnaque au président l'année dernière au deepfake en Chine. On pense très souvent au risque pro. Il y a aussi les risques perso. Et les risques personnels, on est vraiment sur... on va utiliser l'image de votre enfant sur des sites du dark web à des fins de pédophilie. On va faire des montages, on va faire ce genre de choses. On a encore eu un réseau en France de pédophiles qui a été démantelé. Donc là, on se rend compte vraiment de tous les enjeux, et on peut passer pour un rabat-joie, mais se dire, protégez votre image en ligne, protégez ce que vous publiez, parce que c'est ça réellement qui va vous prévenir la génération de deepfake. Alors il y a une voix qui porte encore plus que celle de la CNIL, peut-être, si j'ose, c'est Scarlett Johansson, qu'on entend vraiment beaucoup s'impliquer sur ce sujet des deepfakes. Je pense que c'est la première star mondiale à être montée au créneau très clairement là-dessus. Elle dit « Nous devons nous opposer aux utilisations inappropriées de l'IA, quel que soit le message. Autrement, nous prenons le risque de perdre prise avec la réalité. La menace de l'IA nous concerne tous et toutes. » Vous êtes évidemment d'accord avec ça, mais je reviens à ma question. Donc, on a parlé de la sensibilisation. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme levier alors ? Alors, comme levier qu'on a, alors effectivement, donc voilà, il y avait 2 autres choses que je voulais citer. Donc, le deuxième, en lien directement avec ce que vous dites, c'est effectivement comment est-ce qu'on régule les utilisations qui sont faites des données à caractère personnel, tout simplement pour alimenter ces outils d'IA. Donc, nous, on mène un gros travail là-dessus sur comment est-ce qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire justement pour entraîner des systèmes d'IA, et en particulier donc utiliser des échantillons de données qu'on va caractériser peut-être de hautement personnelles, en tout cas les données de voix, d'images qui sont très très liées à l'identité. On est très très attaché bien évidemment tout un chacun
à cette notion d'image qui nous caractérise. Donc là-dessus, alors en particulier, nous, quand on fait ces travaux-là, on les ouvre à des contributeurs externes. Et alors c'est intéressant de voir que justement, on a été très touché, très sollicité par des syndicats d'artistes, notamment des artistes vocaux. Donc c'est vraiment le lien direct. On a fait un sujet avec, sur le doublage des voix. Voilà, qui les touche énormément, parce que c'est un impact très fort sur leur métier. Donc ça va un des vecteurs vraiment sur l'application de la réglementation de protection des données sur ce sujet-là. Puis troisième vecteur que je voulais citer tout à l'heure, je me permets rapidement, nous on a vraiment une mission très importante de se tenir au courant de l'évolution des technologies. Et donc, par exemple, sur les enjeux deepfake spécifiquement, donc notre laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, elle a mené avec le pôle d'expertise de la régulation numérique, le PRN, mais une grosse étude sur justement savoir où on en était de ces outils. Et donc, justement, on a pu vraiment, en regardant précisément certains types, donc des outils type Deep Live Cam, des choses comme ça, caractériser le niveau de facilité dont on parlait. Donc, et effectivement, c'est aujourd'hui hyper simple de faire ça, donc le caractériser scientifiquement. Regarder effectivement dans quelle mesure on était en capacité de tromper ou pas des publics avertis ou pas. Et donc, effectivement, on s'aperçoit qu'on vraiment on arrive à tromper très facilement, même des experts, où finalement on se retrouve très proche du hasard dans le choix de dire est-ce que c'est généré artificiellement ou pas. Et donc voilà, donc nous c'est notre mission aussi de construire là-dessus de la connaissance qu'on va mettre aussi à diffuser, qui va servir à la fois notre institution mais aussi le grand public. Et puis il y a des outils technologiques, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si vous étudiez aussi les marquages, tout ce qui est watermarking aujourd'hui sur les images. Oui, c'est ça. En fait, il y a plusieurs outils qui sont en train d'être définis techniquement. Ils sont déjà utilisés depuis un bon moment, mais à une utilisation un petit peu différente, c'est-à-dire ils sont utilisés pour filtrer les données synthétiques. C'est-à-dire que, vous savez, les IA, maintenant, elles n'ont plus de données à mâcher, donc on va utiliser les données générées par les IA pour nourrir les IA. Mais sauf que ces données, elles sont plus ou moins de bonne qualité. Donc on va les marquer, dire ça c'est des données générées par l'IA, et on va les filtrer pour que ces données, au final, elles soient utilisables. Donc il y a déjà les procédés pour marquer les données générées par IA, donc soit les deepfakes ou les synthèses vocales plus précisément. On a possibilité de les marquer. Après, est-ce que c'est détectable par l'humain ? Non, c'est détectable par d'autres outils IA. Et encore, ça reste vraiment du conditionnel parce qu'on peut utiliser d'autres outils IA qui vont enlever ce watermarking, et donc du coup on va tomber sur une guerre du traçage de l'IA, en sachant qu'il y a des outils qui vont permettre d'identifier des contenus générés par IA, il y en a d'autres qui vont brouiller cette piste, etc. C'est pour ça que je dis vraiment le premier rempart, en réalité, il est humain. C'est comme pour tout, comme pour toutes les cyberattaques, comme pour tout le phishing, etc. Le premier rempart, c'est humain, c'est le bon sens. C'est de dire, être vigilant, se dire, est-ce que c'est dans une situation habituelle, que ce soit surtout sur le plan pro, justement pour les arnaques au président, est-ce que c'est une situation habituelle ? Respecter un process strict, ça c'est le deuxième point, c'est des mesures organisationnelles et des process stricts. Pas sortir, voilà, j'ai eu un coup de fil, je vais bypass tous les process de l'entreprise pour pouvoir faire ce virement bancaire. Non, respecter les process stricts, et après il y a les process techniques. Donc l'IA peut être un bouclier énorme, mais ça peut être aussi une épée dans les mains des hackers. Donc il y a les deux. Actuellement, il y a vraiment, c'est l'épée et le bouclier. Les deux se battent, et c'est qui va être le meilleur outil. C'est ça. Un mot de conclusion, parce qu'on arrive à la fin. Moi, je voulais dire qu'effectivement, c'est cette ambivalence, en tout cas sur le point de vue technique. À la fois, il faut avoir des méthodes de watermarking, les faire fructifier, se développer, s'améliorer. Et puis également, de l'autre côté, il faut continuer de travailler sur des enjeux de détection. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué scientifiquement, parce que souvent, les méthodes, elles marchent bien, mais pour un type de méthode de génération, elles ne fonctionnent pas si on rajoute du flou, si les images sont compressées, s'il y a des incrustations dedans. Donc, tout ça doit s'améliorer. Alors, au niveau de la puissance publique, donc là, je ne parle pas pour la CNIL, mais dans le cadre du sommet, il y a un très bel outil qui a été publié par Eviginum, donc l'agence de surveillance des manipulations de l'information à ingérence étrangère, et le pôle d'expertise de la régulation numérique qui propose une sorte de métadétecteur, donc c'est-à-dire un détecteur qui rassemble plein de détecteurs d'images artificiellement générées, donc qui permettent d'évaluer les performances des uns des autres et potentiellement d'en rajouter d'autres si on est chercheur. Et donc ça c'est un vrai intérêt. Bon, donc on n'est pas totalement désarmé. Merci de m'avoir un petit peu rassuré. J'espère aussi nos téléspectateurs. Félicien Vallet de la CNIL et Gaël Mahé, merci beaucoup de As Avocat. On enchaîne, on continue à parler des données personnelles. Restez avec nous. C'est le moment de la chronique d'Hervé Lejoin, advisor. Bonjour Hervé.
Bonjour Delphine. Alors, IA contre humain, nous y sommes. Quel titre provocateur quand même, Hervé. Oui, on n'est pas si loin que ça. Donc en fait, les grands modèles de langage, vous le savez, à coût de dizaines de milliards de dollars, se sont lancés dans une course effrénée à toujours plus d'intelligence, où le raisonnement, la créativité, l'intuition, maintenant ils parlent d'intuition, sont là. Ainsi, OpenAI estime que la capacité d'O1, la dernière version de ChatGPT, à raisonner sur des problèmes constitue une avancée majeure par rapport aux versions précédentes, avec des améliorations en termes de précision et de rapidité. Seulement, finalement, il y a un revers à la médaille à toutes ces avancées. C'est que ces modèles ont développé des capacités à mentir et à s'engager dans des actions finalement secrètes. Et vous allez le voir, soulevant des nouvelles questions d'éthique et de sécurité. Et donc sur leur capacité à dissimuler leurs intentions. Donc là, on rentre dans des choses effectivement qui sont complexes. Et ainsi, il y a une étude, c'est concret, qui est sortie, qui a été faite par Apollo Research sur plusieurs modèles d'IA et qui a révélé des comportements surprenants sur la tromperie, par exemple, de la manipulation des modèles. Et donc, ça ouvre un débat énorme sur la gouvernance et la sécurité de ces systèmes. Donnez des exemples, justement, qui sortent de cette étude. Ah oui, typiquement, sur les modèles testés, en fait, ils ont testé Anthropic, ChatGPT, plusieurs modèles. Et donc, ils ont vu qu'en fait, les modèles mettaient en place, élaboraient des stratégies trompeuses, qui appelait le skimming en anglais. Et donc, comme copier, par exemple, des données vers un autre serveur pour éviter un arrêt de leur stratégie. C'est-à-dire que les chercheurs cherchaient à arrêter la stratégie, hop, ils copiaient leurs données, ou ils mentir pour atteindre leurs objectifs. Et plus intéressant encore, alors que les développeurs avaient découvert cette tromperie, les modèles ont été interrogés sur celle-ci. C'est-à-dire qu'ils interrogeaient les modèles en disant « vous nous avez trompés ». Et Llama et Claude, par exemple, ils avouaient leurs actions, les modèles avouaient leurs actions à 80%, alors que O1, lui, il persistait et il ne confessait finalement que moins de 20% des actions. Donc, il persistait dans le mensonge. Donc ils avaient une conscience, comme s'ils avaient une conscience de leurs actes, si vous voulez, en utilisant du vocabulaire comme mensonge, manipulation ou sabotage, et renversaient la donnée, en fait. Alors, faire attention, parce que c'est vraiment pas du tout une conscience. Hein. On sait que tout ça sont des outils statistiques. Mais quelles sont les implications de ces découvertes, alors, selon vous ? Elles sont très nombreuses finalement, parce qu'elles sont potentiellement majeures, car la sophistication de ces modèles aujourd'hui, elle est si élevée que leur contrôle devient de plus en plus complexe. Cela soulève des questions majeures en matière de gouvernance, de sécurité, d'éthique et de transparence. Et bien entendu, tous les chercheurs, maintenant, ils vont devoir, et ils ont commencé, mais ils vont devoir de plus en plus travailler et renforcer leurs protocoles de test, mettre en place des mécanismes de surveillance de plus en plus robustes. Mais tous ces mécanismes sont encore à définir et valider parce que ça va tellement vite, avec de plus en plus d'autonomie, que vous avez vu, les agents maintenant, il n'y a même plus d'intervention humaine. Donc ça entraînera des défis sans précédent pour maintenir le contrôle. Donc maintenir finalement l'innovation et la prudence, tout ça en veillant à ce que ces systèmes restent conformes aux consignes de sécurité et surtout aux valeurs humaines et aux intérêts de l'humanité. Parce que c'est là où on voit que c'est comme un mauvais film de science-fiction. On va vers quelque chose où la machine, elle se dit non, mais moi, mon intérêt, c'est pas effectivement de répondre à ce que l'humain me demande, mais d'aller contre lui. Donc, vous vous souvenez du moratoire qui avait été demandé pour arrêter un petit peu et se poser. Peut-être qu'il faudrait se poser là, et c'est là où l'IA Act, en Europe, et l'Europe a peut-être un rôle à jouer dans tout cela pour permettre de prendre un peu de recul, mais encore faut-il qu'elle s'en donne les moyens. Merci beaucoup Hervé Lejean pour votre éclairage et votre regard sur ce qui se passe entre nous et les IA. Merci à tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de deepfake, de tromperie de ces IA. On continue à rester vigilants. On regarde Smart Tech sur la chaîne Be Smart for Change. À très bientôt.